J'ai déjà tourné dans ce décor. J'ai déjà tourné dans ce décor, sauf que là c'était juste en face que j'avais tourné. Et j'avais dit que ce serait mon décor officiel. Mais bon, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo que j'aimais beaucoup les décors, je vais faire sur plusieurs décors. Et d'ailleurs celui-là sera vraiment consacré à une toute nouvelle émission. Alors je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais elle fera un peu côte à côte avec Are You Uncultivated. Mais on va parler de Nanarland. Quand je dis Nanarland, c'est-à-dire soit des films qui ont été considérés comme des chefs-d'œuvre à l'époque et qui aujourd'hui sont considérés comme de la merde, soit des films qui justement sont considérés comme de la merde aujourd'hui et peut-être vont être considérés comme des chefs-d'œuvre dans le futur, et aussi des films qui justement sont de la merde mais que je trouve pas mal. Alors, je tiens juste à dire que parmi les cinéphiles que je regarde, beaucoup aiment le cinéma sans blockbuster. J'ai une grande considération pour le cinéma. J'aime beaucoup les films débiles, par exemple Pulp Fiction, que je trouve vraiment hilarant. Je parle de Paul William Scott Anderson, qui a réalisé Pompéi de 2014. Alors justement, ce sera notre film du jour. Alors ce que j'ai vu sur certaines critiques, même si j'aime pas me référencer aux critiques, mais j'aime bien savoir l'avis des autres, j'aime beaucoup Pompéi. Pompéi et l'histoire à côté qu'il y a derrière Pompéi. Quand je dis j'aime Pompéi, c'est pas forcément le film, c'est surtout le côté historique de Pompéi. Je trouve que l'histoire de ce volcan et de cette ville, donc la ville de Pompéi et le volcan de Vésuve, je la trouve à la fois touchante, fascinante, et un peu horrifique aussi. Mais franchement, c'est une des histoires que je préfère de l'Antiquité, car je suis un très grand fan de tout ce qui est de l'univers antique. Maintenant, je vais parler un petit peu du film qui a été fait en 2014. Il y a eu d'ailleurs plusieurs films sur Pompéi. Plusieurs films qui sont inspirés de l'histoire. Par exemple, Les Derniers Jours de Pompéi, que je n'ai pas vu mais qui a l'air très bien, réalisé en 1970, je sais plus exactement. Ensuite, il y a Les Derniers Jours de Pompéi, justement, un documentaire que j'avais regardé que je vous conseille fortement, même si pour moi c'est un petit peu surjoué. Mais ça vous fait un bon documentaire, hein, c'est très bien expliqué, c'est un très bon documentaire, je vous le conseille. Et c'est justement que j'ai regardé ça ce soir. J'ai justement regardé ça ce soir parce que j'aimais beaucoup, j'avais envie de me remettre dedans. Et pourtant le film de 2014 n'a pas vraiment été considéré comme bien. Je sais plus quelle note ils lui ont mis, ça doit correspondre, ou ça doit faire un petit indice avec un 12 sur 20. C'est-à-dire que le film, le scénario, il est faiblard, il est très faiblard. Les effets, quant à eux, sont très très bien, sont très très beaux même. Le film est grandiose à l'image. On a bien cet aspect sombre du volcan et le gigantisme qui en ressort est extraordinaire. C'est vrai, on voit un beau Vésuve bien reproduit qui domine la ville de Pompéi et qui se dit voilà, c'est lui qui a le maître et le destin qui scelle sur la ville. Mais le film n'en ressort pas super bien. Il en sort même moyen. Même si moi j'ai aimé le film, parce que je l'ai dit, je sais plus si je l'ai dit, mais oui, je suis un très grand fan de blockbuster, même si j'ai beaucoup de considération pour le cinéma d'époque aujourd'hui. Et la première fois que j'ai vu le film, j'étais plutôt confiant, et je m'attendais pas par contre à ce qu'on ne montre pas des
des ruines, ou voilà, je m'y attendais pas à ça. Et non, on n'a vraiment pas montré qu'il y avait des ruines de Pompéi, tout ça, et ça j'ai pas beaucoup aimé. Alors déjà on va passer à la petite minute de culture historique sur le film. Alors, Pompéi. Pompéi, donc en l'an 79 avant Jésus-Christ, on ressent des petites secousses telluriques. Voilà. Et justement, comme c'était le tout premier volcan, donc le Vésuve, que découvraient les Byzantins, ils savaient pas ce que c'était au début. Et c'était plutôt la considération que c'était les dieux qui voudraient anéantir le monde parce que les fondations n'ont pas été réussies ou la politique est très très mal menée. Eh bien, c'est que Pline l'Ancien qui est un scientifique qui justement a découvert ce phénomène dans plusieurs lieux d'ailleurs, qui a appelé les montagnes de feu, donc par exemple le mont Etna, le mont Chimara, voilà, plein de monts italiens. Et c'est justement Pline le Jeune qui a fait plusieurs témoignages à propos de ce qui s'était passé avec l'éruption. Mais personne ne le crut malheureusement à cause de ça. Donc, ensuite, après les petites secousses telluriques, à un moment, il y a une très grosse secousse et le volcan explose. Et c'est d'ailleurs appelé une éruption plinienne en l'honneur justement du nom du scientifique qui a découvert ce phénomène naturel. Et justement, les Byzantins n'y croyaient pas du tout au début, c'est-à-dire que pour eux, le panache de cendres, qui brûle tout sur son passage, qui est à moitié un acide fulmique, et comment pour eux c'était juste de la fumée en fait. Mais bon, c'est compréhensible quand tu vois jamais un truc à l'écran, mais bon, fallait quand même s'en méfier. Bref. Et du coup, voilà, ils sont tous morts, la ville a été rasée, car l'éruption était beaucoup trop importante pour que tout le monde en ressorte, même si certains, vraiment des gros chanceux, en sont ressortis. Maintenant, parlons du film. Le film, c'est un mélange entre un Gladiator et à la fois un 2012. Pourquoi 3 alors que j'ai dit deux choses? Voilà. C'est un mélange entre un Gladiator et un 2012. Donc 2012, le film sur la fin du monde, parce que oui, je suis désolée, mais à un moment, on voit bien qu'il y a l'éruption du Yellowstone, et en même temps, un tsunami. Et c'est ce qui se passe exactement dans le film. Il y a un tsunami et une éruption, donc voilà. C'est vrai que le scénario, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un peu faiblard. Je trouve que le rôle des personnages est un petit peu surjoué. Même si j'ai pas vu Game of Thrones, mais rien qu'à voir l'allure du personnage Jon Snow, l'acteur là, Harrington, c'est Jon Snow. C'est Jon Snow. Je veux dire, à son allure, il fait à moitié rebelle. Là, c'est un rebelle. Il dit pas son nom, il aime pas qu'on le provoque, il veut tuer tout le monde dès qu'on l'approche. Enfin, voilà. Pourquoi fait-il ça? Parce que sa famille a été tuée par les Romains. Enfin, voilà. Ce que j'aime pas trop dans le scénario, c'est qu'on voit trop l'opposition entre le méchant et le gentil. C'est-à-dire que voilà, ouais, c'est le méchant sénateur Corvus contre eux. Beau gosse, le gentil, le pauvre qui a subi une terrible histoire. Voilà, le même scénario qu'on a eu dans pas mal de films, notamment Star Wars, même si j'en suis un grand fan. Je suis désolée, mais ce que j'aime bien après dans Star Wars, c'est qu'ils changent un peu, ils font gagner les méchants, voilà. Là, pourquoi ce sont pas les méchants qui gagnent? Justement, le film, il se rattrape à la fin, il se rattrape, parce que le but dans Pompéi, c'est qu'ils en ressortent morts. Parce que dans Pompéi, l'histoire de Pompéi, l'histoire historique, ils sont tous morts. Personne n'en est ressorti, à part quelques-uns, comme je vous ai dit, des chanceux. Et j'insiste bien comme ça, parce qu'ils sont ressortis mais blessés, avec une jambe brûlée par exemple. Et ce qu'il y a, c'est que voilà quoi. Le volcan, à la fin, c'est lui qui gagne tout. C'est lui la dominance, c'est lui qui a tout le contrôle sur la ville.
C'est juste que moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, voilà, à la fin, oh, forcément, c'est lui le beau prince charmant, le gars, il séduit la belle parce que c'est le gentil, voilà. Pourquoi ça pouvait pas se passer avec le méchant qui séduit la belle? C'est pour ça que je suis toujours pour les méchants, c'est que moi j'ai vu trop de gentils gagner à la fin dans les films, c'est incroyable. Et donc, après, voilà pourquoi le scénario est un petit peu faiblard sur quelques points, même si pour moi ça reste quand même bon. Je dis bon, pour moi le film il vaut plutôt un 13 sur 20, parce que c'est pas vraiment génial. Donc on va raconter déjà un petit peu l'histoire du film, même si là ça part un petit peu dans tous les sens, je suis désolée, j'improvise un petit peu cette vidéo, j'avais vraiment envie de parler de ce film. Donc un jeune celtique, donc le beau gosse, enfin on va l'appeler Jon Snow. Donc voilà, Jon Snow se retrouve dans sa famille, donc une famille celte. Donc c'était vraiment l'époque où les Romains étaient contre tout le monde, ils voulaient l'emprise de la planète Terre, enfin bref voilà, c'était la dictature romaine. Et donc sa famille se fait tuer dans leur camp de la rébellion celte. Et le héros va se retrouver confronté à la vie dure, tout ça, et va se faire capturer par, je sais pas, un espèce de gang, un gang britannique, voilà, et va se retrouver à faire des combats dans les arènes du gladiateur, et tout le monde va l'appeler le Celte, un petit peu comme avaient fait les Romains lors de l'époque des guerres carthaginoises, quand ils avaient appelé un très grand héros de la Rome antique, si on peut dire héros, à savoir, alors je sais plus comment il s'appelle, mais on le nommait l'Africain, voilà. Et donc le Celte, je vais lui donner plein de surnoms. Donc le Celte se retrouve justement à s'affronter dans des arènes de gladiateurs, comme il se bat bien je sais pas si c'est vraiment le maire, non, je sais pas, un des dirigeants de la ville de Pompéi, le prend pour jouer justement dans les arènes de Pompéi. Ensuite, il va rencontrer la petite princesse, voilà, fabuleuse, qui est méchiante, c'est tellement le stéréotype de la « Oh, les fleurs sont belles, oh là là, le mal n'existe pas !» Voilà, bon, hashtag Princess Peach. Donc, une fois la rencontre faite, les deux vont se retrouver dans leur situation habituelle, soit l'esclave, donc le Celte, se retrouve à marcher avec les autres esclaves qui vont jouer dans l'arène des gladiateurs, ensuite il bouffe un petit peu, il se fait un petit combat, il se retrouve emprisonné pour, justement, parce que les esclaves, c'était les mecs qui allaient dans les arènes de gladiateurs et ils étaient enfermés, enfin bref. Et donc ensuite la fille retrouve ses parents, la fille qui veut s'éloigner à tout prix de l'emprise des Romains. Forcément, il y a forcément qui étaient contre la dictature de Rome. Hein. Ben non, il n'y avait pas d'autres filles qui étaient contre ça, parce que oui, à un moment, elle dit non, au sénateur Corvus, non, je ne suis pas comme ces femmes que tu prends, qui se jouissent de toi. Enfin, bref. Le scénario habituel. Et donc ensuite ils se battent un petit peu, voilà, ils s'entraînent. Ensuite il va y avoir quelques emmerdes avec le sénateur Corvus parce qu'on voit bien que la fille, alors je sais même plus comment s'appelle la fille, se rapproche beaucoup trop de Milo. Oui, en fait, oui, il s'appelle Milo dans l'histoire. Donc, oui, de Jon Snow, se rapproche de Jon Snow. Et donc ça fout un petit peu la merde parce que le sénateur veut sortir avec elle. Et puis voilà, enfin en fait c'est un petit peu des engueulades de gamins au début. Vous voyez, un petit peu comme les batailles entre des CP et des CM2. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que le scénario est un petit peu faiblard. Là j'entre vraiment des poids quand même un peu négatifs, même si je raconte que l'histoire du film. Et donc ensuite, il y a de plus en plus d'éruptions. Alors ça, par contre, c'est bien fait. Mettre plusieurs étapes aux éruptions, enfin, à l'arrivée des éruptions, ça donne un petit peu le côté d'une tension omniprésente dans le film. Et du coup, ça rend vachement le truc intéressant parce qu'on se dit, ah, ça y est, il y a des tremblements de terre, le volcan va bientôt exploser, ça va être un truc de malade. Franchement, ouais, ça donne bien, non, ça c'est un bon point, par contre, ça c'est un bon point. Et donc à la fin, vers la fin, ils s'affrontent dans une dernière arène de gladiateurs. Un gladiateur qui était 1000 fois plus badass que ça, avec une armure extrêmement classe, qui se fait complètement défoncer par justement le Celte qui a une épée merdique.
Et donc, là, le volcan explose, ils croient que c'est les dieux. Alors, je n'ai jamais rien compris. J'avais regardé dans mon documentaire, là, que je vous conseille fortement, il disait qu'il n'y avait aucun terme latin qui désignait un volcan. Le volcan est inventé en fait comme ça. Je sais pas d'où, mais voilà. Et là, que sort le sénateur? Non, attendez, c'est Vulcain qui nous parle. Vulcain, c'est un mélange entre Gladiator et Star Trek. La cohérence. C'est-à-dire que Spock est en train de parler à Pompéi. Oh mon dieu! Mais c'est quoi ce scénario? Par contre, l'explosion du volcan est vraiment très bien faite. Hein. Franchement, ça donne vraiment envie de voir un peu plus cette explosion et cet effet. Voilà. Voilà, bah voilà, là c'est la mort de tout le monde. Ensuite, il y a Killer Croc qui se sacrifie. Alors comment il s'appelle déjà? Atticus, voilà. Atticus qui se sacrifie en disant oh les gladiateurs n'ont aucune pitié et qui font ouais super. Par contre c'est un très beau sacrifice, hein. La scène est vraiment belle donc là je ne peux pas m'en moquer. Ensuite voilà la mort des deux compagnons, c'est-à-dire Princess Peach et Jon Snow, se roule une petite pelle de fin et voilà, le film est terminé. Et on revoit la fin leur sang, par contre ça j'ai bien aimé. Même si ce que j'aurais bien mis dedans, ce serait justement un hommage aux autres victimes qu'on était, c'est-à-dire faire un petit plan sur les ruines de Pompéi, ça aurait été vachement pas mal. Quoi. Parce que oui, dans mon documentaire, ils ont montré en fait un petit film qu'ils avaient fait, une sorte de court-métrage, et ils avaient montré à la fin les ruines de Pompéi, justement, pour voir ce que c'est devenu aujourd'hui et pour comparer. Je vous conseille fortement ce documentaire, j'en parle beaucoup, mais je le conseille. Et voilà un petit peu la fin de l'histoire. Voilà, j'espère avoir été clair parce que là c'est vrai que je fais ça à l'improviste et du coup ça risque d'être moins détaillé que mes autres critiques. Le film, moi je dis, je lui mettrai à peu près 14 sur 20, même si je l'ai une note, je l'ai fait à la fin de mes vidéos. Déjà avec cet ensemble-là, je lui mettrai 14 sur 20. Après, c'est vrai que le jeu d'acteur, je le trouve un peu surjoué. Par exemple, le rôle de Jon Snow, je le trouve trop réservé. C'est-à-dire qu'il parle pas, en fait, on croirait un cyborg par moment. C'est-à-dire que quand, par exemple, la scène du cheval, là, oui, la scène du cheval, c'est très glauque quand je dis ça, on peut penser à n'importe quoi, mais oui, la scène du cheval, quand Milo se retrouve avec la princesse Peach, et... comment qu'il discute, tout ça, et il a dit « Oh, je veux fuir l'Empire, hein, je suis pas bien, alors qu'elle est plein de fric, tout ça, elle est bien la meuf, tranquille et tout. » Et... c'est là qu'arrive notre cyborg. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit bien la personnalité, le mec qui ressort rien, même si parfois j'ai un petit peu cette personnalité-là, mais là ça fait vraiment cyborg, quoi. Genre le mec... il cause, il fait et comment ça fera pour toi? Arrêtez, ça me fait penser à un mec justement ce truc là, mais je sais plus. Peut-être Khan dans Star Trek. Mais ça veut dire vraiment que tout est lié, c'est-à-dire que le film est lié avec Star Trek? What? C'est pour ça que je trouve un peu surjoué, notamment Princess Peach qui pour moi a trop de déprime dans la vie et qui, tu sais... La fille qui se fait passer pour une humanitaire alors qu'en fait elle en a rien à foutre, c'est juste pour faire bien devant les gens. Bah en fait c'est exactement ça. Je suis geek, mais c'est vrai que j'emploie... Enfin, quand t'es geek t'emploies pas souvent ces termes-là, mais je dirais quand même que c'est en fait la personnalité parfaite d'une michetonneuse. Oui, vous savez tout ce que c'est à mon avis, c'est quand une fille aime les gens parce qu'ils sont riches ou... voilà, ils ont une très bonne situation en main. Et qu'ils s'en foutent complètement... en fait, la fille s'en fout complètement du gars, quoi. Pourquoi, justement, elle aime pas, si c'est une michetonneuse, le sénateur? Parce que le mec, je veux dire, c'est un putain de badass. On est d'accord. Donc voilà, c'était mon avis un petit peu sur Pompéi. Je suis vraiment désolée si ça a été à l'improviste, parce que j'avais beaucoup envie de parler de ce film. Et j'avais pas envie...
Enfin, ouais, voilà, j'avais pas vraiment le temps de faire un script, donc j'ai dû le faire à l'improviste. Je suis désolée, mes autres vidéos seront mieux travaillées. Donc, alors là, c'était justement parce que j'avais dit dans ma dernière vidéo que la prochaine vidéo sera la vidéo sur Dark Plagueis. Donc, je fais cette vidéo avant, et ensuite vous avez Dark Plagueis. D'accord? Et ce sera dans les personnages légendaires du cinéma. Voilà. Donc voilà, bon. Alors, j'avais dit 14 sur 20. Le film, je vais quand même y mettre 13, parce que malgré le côté spectaculaire et quelques petits bons moments dans le scénario, et je vous dis vraiment petit, le film n'est pas non plus terrible que ça, même si j'ai bien aimé et que j'ai quand même acheté le DVD, parce que l'histoire de Pompéi me fascine. Et c'est plus pour ça que j'ai acheté le DVD. En fait, c'était l'époque où j'avais pas mon Mac, et c'était l'époque où j'avais pas de streaming. Et maintenant, depuis que j'ai mon streaming, je peux regarder plusieurs films sans acheter les DVD. Et du coup, j'ai été obligée d'acheter le DVD. Voilà, et du coup, je me suis pas fait avoir pour le coup, mais un petit peu quand même. Même si, voilà, je le trouve quand même bien, ce film. Voilà. Salut, et bonne séance. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker ou à partager. Si vous avez d'autres questions à propos de la ville de Pompéi, posez-moi plusieurs questions et j'y répondrai pour des détails beaucoup plus précis sur cette ville et son histoire. Merci et à bientôt.